Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Dan Furukawa Marquez, je suis professeur au département de sociologie de l'Université Laval. Bonjour, je me présente aussi. Mon nom, c'est Jonathan Durand-Folco. Je suis professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère à l'Université de Saint-Paul. Et le titre de notre conférence s'intitule Repenser les fondements sociopolitiques de l'innovation sociale émancipatrice. Donc, pour commencer, une conception émancipatrice et transformatrice de l'innovation sociale mobilise un nombre croissant d'acteurs, de communautés et de chercheurs à travers le monde. Si les innovations sociales ne sont plus seulement étudiées du point de vue de l'entrepreneuriat social et collectif, selon une perspective managériale, organisationnelle et institutionnelle, nous voyons de plus en plus apparaître des formes de pratiques, d'initiatives et de mouvements qui se revendiquent de la justice sociale et qui remettent en question différents systèmes de domination. Or, les principes sous-jacents d'une telle vision sont souvent évoqués de façon vague et imprécise, comme par exemple la justice, la solidarité et le changement de société qui ne sont jamais clairement définis. Quels sont les fondements, les pratiques et les principes qui sous-tendent ces innovations sociales dites émancipatrices et comment pouvons-nous les articuler au sein d'un cadre théorique cohérent? Donc, c'est ce que nous allons faire dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, où nous allons essayer de contraster deux grands modèles opposés des innovations sociales. D'un côté, on voudrait montrer que le modèle néolibéral se caractérise par une prépondérance de la logique de l'entreprise, du marché et de l'injonction à maximiser son impact social dans nos projets. Par contraste, on voudrait aussi montrer qu'il y a une autre vision que nous pouvons interpréter à partir du cadre de John Dewey et qui met en relief une forme de solidarité forte inspirée de la démocratie comme forme de vie. Donc, dans le cadre de cette conférence, je vais commencer par présenter les grandes lignes du néolibéralisme qui institue une forme de subjectivité et de relation au monde basée sur la compétition. Dans un deuxième temps, je vais articuler ensuite la vision des innovations sociales émancipatrices en dialogue avec la Theory of Transformative Social Innovation pour montrer par la suite la partie qui va être présentée par Dan qui va réinterpréter la question des innovations sociales émancipatrices à partir du cadre théorique de John Dewey. Donc, pour commencer, dans un premier temps, le néolibéralisme comme forme de subjectivité et de relation au monde. Donc, nous nous inspirons des travaux de Pierre Dardot et Christian Laval qui ont écrit dans la nouvelle Raison du monde comment la rationalité néolibérale se met en place comme un dispositif de performance et de jouissance. Dans ce contexte, le néolibéralisme ne doit pas seulement être interprété comme un ensemble de grandes visions politiques et économiques qui se met en place dans les institutions, mais aussi comme une forme de subjectivité et de relation au monde qui prennent forme à travers le sujet néolibéral. À partir des travaux de Michel Foucault, Dardot-Laval disent entre autres que le sujet néolibéral ou entrepreneurial émerge via la multiplication de dispositifs et de comportements qui instaurent des relations de marché de concurrence entre les différents acteurs et qui transforment la logique des institutions. Donc, pour eux, le moment néolibéral se caractérise via une homogénéisation du discours de l'homme autour de la figure de l'entreprise. À cette configuration du sujet, en fait, ce qui se met en place, c'est un rapport de concurrence entre individus qui se transforme à travers les différentes sphères de la société. Comment ça prend forme à travers le cadre des innovations sociales? On pourrait dire d'une certaine façon qu'il y a plusieurs innovations sociales qui épousent de façon inconsciente ou non la rationalité néolibérale à travers, entre autres, disons, l'exemple de l'entrepreneur héros qui est reconverti sous la forme de l'entrepreneur social. Donc, en d'autres mots, la création de nouveaux produits, de services et d'entreprises deviennent la clé de la résolution de problèmes sociaux complexes à travers des méthodes issues de l'entreprise privée qui sont transposées dans le cadre du secteur à but non lucratif pour améliorer la performance de ce genre d'organisation. Donc, en s'inspirant des travaux de Jean-Louis Laville, on peut dire qu'il y a toute une série de nouvelles institutions qui se mettent en place à travers les innovations sociales, à travers la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la philanthropie de risque, la bottom of the pyramid comme une forme de marketing pour le marché des pauvres ou encore le social business. Toutes ces formes, en fait, sont présentées comme autant de façons d'instaurer des mécanismes de marché du privé dans le secteur à but non lucratif. Donc, ici, j'ai fait un petit portrait assez rapide qui montre comment la vision néolibérale qui structure les valeurs de marché de compétition d'entreprise se transpose dans les innovations sociales. Mais comment ça peut prendre forme à travers des innovations sociales émancipatrices?
Pour ce faire, en fait, je vais rentrer en dialogue avec les travaux de Bono Pell et ses collègues qui ont élaboré la Transformative Social Innovation Theory, donc dans le cadre d'un texte qui a été publié en 2020 et qui étudie de façon très large différentes initiatives dans plus de 20 réseaux transnationaux qui étudient par exemple le Basic Income Earth Network, les Fab Labs, les éco-villages, le mouvement Slow Food, les banques d'échange de temps, les Transition Towns et via Campesina. Ils vont étudier en fait trois propositions larges qui structurent les innovations sociales émancipatrices et à partir de ces trois propositions, Dan va pouvoir montrer comment ça prend forme. Donc, la première proposition dit les innovations sociales émancipatrices offrent des espaces dans lesquels les valeurs alternatives sont promues et alignées avec des nouveaux savoirs pratiques dans un processus d'expérimentation qui supporte les motivations des membres visant le changement de société. Ensuite, la deuxième proposition, le fait d'incarner ces nouvelles relations interpersonnelles est une façon clé par laquelle les acteurs sont capables de créer des conditions qui permettent de contester les institutions des institutions dominantes. Et enfin, troisième point, l'empowerment des acteurs découle de besoins fondamentaux de relations humaines, de relatedness, d'autonomie et de compétences qui permet en fait d'expérimenter, d'éprouver une forme de sens par rapport à nos propres actions et d'un plus grand impact sur le monde. Donc, pour interpréter ces différentes propositions, je vais laisser la parole à Dan qui va montrer comment la philosophie de John Dewey permet de mettre ça ensemble. Alors, je vais vous présenter maintenant de façon très schématique les travaux de John Dewey sur la démocratie comme forme de vie. Alors, Dewey écrit à une époque trouble où la démocratie elle est menacée de toutes parts par la montée des totalitarismes, donc au début du 20e siècle. Il analyse ce contexte et l'évolution des États-Unis en faisant le constat que les individus ont pris pour acquis le fonctionnement de la démocratie en pensant que celle-ci se reproduit automatiquement, comme si, je le cite, le problème du mouvement perpétuel dans le domaine du politique était résolu à jamais. Or, écrit-il, il faut comprendre la démocratie comme une manière de vivre. Donc, autrement dit, la démocratie n'est pas uniquement une forme de régime politique, mais elle est aussi une culture politique, c'est-à-dire un ensemble d'habitudes d'action qui permettent la réalisation d'expériences qui vont favoriser l'épanouissement mutuel de la société et des individus. Donc, ces pratiques quotidiennes, ces conduites de vie sont en fait reflétées dans l'orientation politique que nous donnons à nos institutions et aux solutions aux problèmes publics. Et donc, c'est pourquoi il faut considérer les institutions légales et politiques, les libertés civiles, comme des structures sociopolitiques qui ne font en fait qu'exprimer le type de subjectivité dominante dans nos sociétés. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que ces institutions ne servent à rien, bien au contraire. Ce que dit Dewey plutôt, c'est que la seule existence de ces dispositifs ne suffira jamais à elle seule à garantir la reproduction de la démocratie. Parce que du moment que la démocratie ne s'exprime pas dans les relations et pratiques quotidiennes, elle demeure confinée à une idée. Donc, comme dit Dewey, la démocratie n'est réelle que pour autant qu'elle est un lieu commun de vie. Pour bien comprendre ce qu'entend Dewey par démocratie, il faut comprendre ce qu'il entend par expérimentation démocratique. Ce type d'expérience spécifiquement humaine qui permet au sujet de se réaliser. Donc, suivant le commentaire de Joël Zask, l'expérimentation démocratique, c'est la liaison entre subir et agir, entre endurer l'impact du milieu et réorienter sa conduite en fonction d'un problème. Parce que c'est par l'expérimentation que peut se produire une prise de conscience de la situation dans laquelle on est et qui nous permet d'orienter l'agir. C'est la conscience donc de l'écart entre ce qui est et ce qui devrait être. Dernier point sur Dewey, les problèmes publics. Donc, pour Dewey, la société et les individus évoluent à travers la rencontre et la résolution de problèmes publics. Suivant le commentaire de Daniel Sefai, la démocratie chez Dewey est composée de milieux d'expériences collectives dans lesquels des personnes éprouvant concrètement des entraves à agir, des dénis de liberté, des déficits d'égalité, sont capables de faire un usage collectif et public de leur intelligence pour critiquer ces situations. Donc voilà, alors je passe maintenant à la dernière section où on tente d'appréhender les innovations sociales émancipatrices sous la lunette de la démocratie comme forme de vie, du don et du care. La question qu'on pose donc est la suivante. Comment mieux identifier, décrire, évaluer et critiquer les relations au monde au sein d'expériences d'innovation sociale qui se veulent émancipatrices?
Don et care sont d'abord des concepts qui permettent de décrire le réel et politiquement de valoriser des pratiques essentielles marginalisées. À cet effet, Philippe Chagnal résume l'analyse du don qui est effectuée depuis des décennies par le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, en disant que chacun sait que pour Marcel Mauss, le don est plus que le don. Il est le roc de la sociabilité humaine, ce par quoi le social prend corps, ce par quoi un monde commun se tisse par l'échange, mais il est aussi et conjointement ce par quoi les sujets adviennent à eux-mêmes par le procès même de reconnaissance mutuelle que le don initie. Autrement dit, sous cette perspective, le don est un type de relation au monde qui permet, dans le langage de Dewey, l'expérimentation démocratique du sujet et du social. Et de même, le care, que Joanne Tronto et Bérénice Fischer définissent comme l'activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde en reliant différents éléments, donc notre corps, nous-mêmes, notre environnement, dans un réseau complexe en soutien à la vie, bien, ça consiste aussi en une forme de relation au monde qui, encore une fois, renvoie à une expérimentation démocratique. Ces formes d'activité ont pour effet de tisser un monde commun, fait de communautés démocratiques et coopératives, ancrées sur l'expérimentation des individus à donner et prendre soin. Dans les deux approches, il y a articulation des dimensions descriptives et normatives qui mettent en fait l'accent sur les pratiques quotidiennes et l'enquête au sens de Dewey. Et donc, pour résumer et pour conclure, en langage deweyien, care et don sont des pratiques quotidiennes et des relations au monde nécessaires, réelles et plurielles qui visent à résoudre des problèmes publics et incarnent l'idéal de démocratie comme manière d'être au monde. Suivant Dewey, ce type d'action est non seulement nécessaire, mais doit prévaloir si l'on veut tendre vers une société démocratique comprise comme un ensemble de normes et de pratiques quotidiennes qui sont exprimées dans des habitudes d'action et qui participent à l'édification de nos institutions. Donc, l'approche que nous proposons permet donc d'identifier, de décrire, d'évaluer et de critiquer les innovations sociales dans une perspective relationnelle et émancipatrice à partir de certains principes politiques normatifs qui nous orientent vers la démocratie comme forme de vie.